Alors avant tout, un petit mot au nom de Christian Bastin, qui est, on peut le dire, quasi le père fondateur de ces symposiums qui connaissent le succès que vous connaissez. Christian n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais il est de tout cœur avec nous. Et personnellement, en tout cas, je lui dédie une fois encore ce symposium. Merci à la multitude de gens qui font partie du conseil scientifique et du comité d'organisation. Je ne sais pas tous les citer, les voici en vrac, en tout cas le noyau dur, parce que ceci ne se limite pas à ces personnes loin de là. Et un merci tout particulier à celle et à celui grâce auquel nous aurons dans moins de 15 jours toutes les vidéoconférences sur le site du symposium, avec un matériel particulièrement performant qui vient d'être acquis par notre webmaster. Donc rendez-vous d'ici 15 jours à peine et toutes ces conférences seront à votre disposition. Un merci spécial à Valérie que l'on a sollicité hier soir bien tard et qui a parfaitement exécuté sa tâche à la projection. Matin, bon, on a parlé d'avenir, l'avenir. Donc on est vraiment tourné vers l'avenir. Et donc le grand honneur d'accueillir Madame le docteur Agnès Ricard-Ribon, présidente de la Société française de médecine d'urgence, qui va modérer cette première séance avec Raphaël Lévy et Stéphane Alongi. Madame Agnès Ricard-Ribon, parlant déjà d'une phrase que je trouve extraordinaire, et je vais d'ailleurs finir par cette phrase-là sous forme d'une chanson connue, mais le futur est au présent. Le futur est au présent, ça c'est la presse d'avant-hier. Effectivement, le sujet que l'on traite aujourd'hui, il nous suit, nous poursuit en médecine ailleurs, mais vous voyez, encore en médecine. Et vous qui connaissez bien les problèmes d'examen et d'admission en études de médecine, les problèmes ne vont pas peut-être s'arranger puisque vous voyez que nous commençons à avoir des concurrents tout à fait redoutables à ce niveau-là. Alors le premier sujet, PIT. PIT, pour les gens de la rue, PIT, c'est quoi un PIT? C'est quoi un PIT? Donc on peut même en faire un jeu télévisé finalement, c'est très très compliqué. Je vous signale pour la petite histoire qu'il y a 2 bonnes réponses quand même. Vous aurez facilement deviné lesquelles, mais il y a quand même 2 bonnes réponses à cette question. Et donc c'est notre ami Mohamed qui va présenter le PIT, Dr Mohamed El-Kessi qui va présenter donc le Paramedical Intervention Team. C'est donc un docteur qui va présenter une activité d'une équipe paramédicale et qui va nous présenter ça de façon très complète, mais on aurait peut-être pu espérer avoir la participation d'un paramédic ou d'une paramédic, évidemment. Donc beaucoup de discussions, je ne reviens pas dessus, c'était très 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 intéressant d'abord de connaître, de prendre connaissance de l'évolution potentielle ici en Belgique, avec des termes bien compliqués, bien sûr, mais enfin ça, c'est de l'actualité, maintenant c'est EPI, EPI+, etc. Bon, on en a bien discuté, on a discuté aussi à la fin de la matinée, c'est intéressant, mais tout ça pour dire que de toute façon, il y a de l'évolution, il y aura probablement encore et encore de la demande, et peut-être que l'avenir n'est pas si mauvais que cela au niveau des infirmiers et infirmières spécialisés en soins intensifs et soins d'urgence. Bon, c'est vrai que finalement, un jour peut-être, nous pourrons programmer une session où nous pourrons suivre l'aventure d'une super infirmière au quotidien, puisque le personnel paramédical au sein du PIT a une expérience médicale de première intention qui mérite probablement parfois d'être racontée et d'être plus détaillée que ce que l'on a fait aujourd'hui. Et puis après le PIT, après l'EPI, l'EPI+, il y a peut-être aussi la possibilité, on n'en a pas parlé, je ne sais pas pourquoi, enfin il y a la possibilité d'avoir de nouvelles nomenclatures, comme vous pouvez le constater ici, excusez-moi. Alors, M. Yves Blou, qui était déjà présent l'année passée, comme vous le savez, qui a donc parlé de la télémédecine et l'application à l'AVC. Voici d'ailleurs un extrait de presse qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Et donc, évidemment, sur des arguments bien connus, time égale brain, compétence égale brain, bien montrer comment la télémédecine, téléstroke, peut aider à en fait prendre en charge un patient dès T0, si je puis dire, à le préconditionner de façon extrêmement efficace en préhospitalier, à l'adresser à la bonne adresse au bon moment avec une équipe médicale qui est préparée à intervenir chez ces patients. Bien sûr, la télémédecine, c'est une histoire qui va évoluer et s'élargir très très largement avec bien sûr les petits blagues classiques dans Google à partir des webcams qui serviront prochainement comme endoscope.
Je vais être un peu trop longue, on va la passer. Alors, l'exposé suivant, je vais profiter pour donner un tout petit mot en ce qui concerne professeur Frédéric Tiss, moi je dirais mon ami Frédéric, qui est depuis 2 ans un atout considérable au sein de notre conseil scientifique, qui a déjà beaucoup aidé l'année passée, mais qui a aidé vraiment de façon gigantesque cette année-ci, par ses connaissances dans le métier d'urgentiste, par les connaissances nationales et internationales. Donc apport considérable de sa part, et au nom du comité, au nom de vous tous, je tiens à te remercier spécialement pour ce sujet tout à fait intéressant. C'est toi qui as dit toi-même, donc le sujet va vous faire rêver. Mot d'introduction que tu as utilisé, et donc le principe de base étant évidemment d'utiliser les drones dans le cadre de la lutte contre le temps, et alors de nous montrer ce magnifique film du professeur Patrick Van de Voorde. Donc, on a bien montré finalement faisabilité et intérêt, je pense que là, il n'y a plus trop de discussion. Les questions restent ouvertes en ce qui concerne, bien sûr, les différents points que vous voyez là, que je ne vais pas tous reprendre. Donc, le sujet est bien avancé et suscite un intérêt énorme, mais doit évidemment correspondre à un certain nombre d'impératifs, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, il faudra prévoir dans la vie toutes les possibilités, tous les obstacles possibles. Les détournements non seulement par les hackers, mais par les éléments les plus naturels qui soient, quoique dans d'autres régions wallonnes, le risque est peut-être quand même un peu moindre. Alors aussi, il est très important de transporter des défibrillateurs, des médicaments, etc. Mais prenez aussi peut-être que le drone pourra un jour servir à hydrater à distance les staffs qui se sont déplacés loin de leur hôpital. Alors merci, ça c'est pour toute la journée, mais en fait ça m'a un peu frappé à la fin de la première session. Excellente interactivité, je trouve que c'était mieux que les années précédentes, je pense que c'est parce qu'on avait plus de temps. On a eu plus de temps, les discussions ont eu le temps de démarrer à l'aise, des discussions à l'aise mettent toujours le public à l'aise, et jusqu'à la fin, jusqu'à cette dernière session, j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la dernière discussion qui a eu lieu avec nos 2 derniers orateurs. Benoît Birambeau, qui a donc parlé de l'activité de l'infirmier sapeur-pompier. Pour nous, c'est évidemment en Belgique quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, M. Benoît a bien présenté le sujet de leur fonction et de leur position, avec quelques chiffres quand même déjà pas mal impressionnants au niveau de la France, comme vous pouvez le voir. Et donc, il a expliqué pas mal de choses avec beaucoup de précision, la mission, la formation, très importante, pour le problème des professionnels et des volontaires, etc. Bon, finalement, un gros suivi avec notamment la participation de la Société française de médecine d'urgence pour améliorer, évidemment, les connaissances de ces équipes et leur performance au travail. C'était un exposé fort intéressant qui s'est conclu sur ces 4 phrases de notre orateur, mission très variée, en statut d'officier, avec un engagement citoyen et exercer autrement l'art infirmier. C'est donc une porte que nous ne connaissons pas tout à fait sous cette forme-là en Belgique, mais qui est fort intéressante. Alors Nicolas Caron, CHU vaudois de Lausanne, qu'on connaissait déjà, je pense, enfin vous connaissiez déjà, qui a commencé de façon assez comique pour nous, évidemment, parce qu'il nous a dit que la structure de la Suisse est compliquée. Venir dire ça en Belgique, il faut le faire. Donc d'ailleurs, ça fait un petit peu rire le public. Tout est complexe en Suisse. Bon, bien sûr, ça ne nous déroute pas du tout. Mais pour nous, la Suisse, ça restera quand même la Suisse et le pays des rêves, le pays de respect de l'environnement et de toutes les façons, toutes les excuses, vous voyez, de respect de l'environnement, comme cette diapositive humoristique veut vous le montrer. Et bien entendu, je pense que tout le monde connaît cette évolution formidable du secours héliporté, notamment donc pour la fondation Rega, cette fondation qui est extrêmement importante. C'est une fondation et donc qui est financée par le citoyen. C'est un point important à dire et que vous voyez réalise 900 missions par an. Comme pour tout, il a fallu faire avec l'histoire. Il y a eu des débuts difficiles. L'orateur n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, l'évolution s'est faite progressivement avec une amélioration de la technologie pour en arriver finalement à la bonne solution avec des techniques particulièrement évoluées et des staffs, bien entendu, très performants.
Ceci étant dit, notre orateur a beaucoup parlé du vieillissement, mais en fait, il parlait bien du vieillissement de la population et non pas du vieillissement du staff, comme vous pourrez le constater. Pardon. Il y aura une petite blague ici à propos du vieillissement de la population. Un des facteurs expliquant pourquoi les patients sont de plus en plus âgés aux urgences, c'est parce qu'on les fait attendre vraiment beaucoup trop longtemps. Alors, beaucoup de questions ont été évoquées, et ça, c'est pratiquement des portes ouvertes pour les futurs congrès. Hein. Le problème de la prise en charge du patient âgé, préhospitalier, hospitalière, le problème de la pyramide des âges des médecins, voulait-il bien dire, des relèves futurs face à une augmentation de la demande et donc une réduction de la capacité de médecine de premier secours. Bon, c'est un dialogue, c'est une vérité qui est applicable en Suisse, mais qui, je pense, est applicable dans probablement de nombreux pays et qui mérite certainement une réflexion importante. Après-midi, Trauma Center et nouvelles technologies. Merci au docteur François Brand, qui est président du service d'aide médicale urgence de France, de se déplacer auprès de nous et de nous avoir fait l'honneur de participer à cet après-midi et d'être abondamment intervenu. C'est François Pitance qui va nous montrer où en est un trauma center belge. C'est quand même important de savoir où on en est à ce niveau-là. Et François est un garçon extrêmement dynamique qui fait évoluer son trauma center en Belgique. Bon, partant sur un premier constat important, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment en Belgique de spécialisation ou d'orientation spécifique des patients traumatisés, ce qui fait que, comme il l'expliquait, finalement, il y a 150 hôpitaux qui sont receveurs et forcément, tous ces hôpitaux ne sont pas à la pointe de la prise en charge des patients traumatisés, évidemment. Et point très important, démontré dans la littérature étrangère en tout cas, c'est qu'avec la notion de trauma center, on objective une diminution mais très importante, très significative de la mortalité par rapport à des groupes historiques, dirons-nous. Bien sûr, il a développé toute une série d'aspects concernant les moyens, etc., l'organisation, la notion de chef d'orchestre, qu'il ne faut jamais oublier, qui est vraiment très importante dans la prise en charge en équipe de ce type de patients. Donc 240, François dit que ce n'est pas beaucoup, mais je crois qu'à l'échelle belge et l'échelle liégeoise, dire que j'ai 240 polytraumas par an qui viennent dans mon trauma center, c'est quand même déjà énorme. Et bien entendu, au stade où on en est, l'aspect de la formation et du feedback est évidemment fondamental. Donc, prise en charge de blessés extrêmement graves qui nécessitent, les deux oratrices ont bien insisté, qui nécessitent vraiment toute une structure parfaitement adaptée à prendre en charge ces patients particulièrement grave. Et bon, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Personnellement, j'ai appris, je ne connaissais pas, donc le cathéter Reboa, qui est donc un cathéter finalement d'hémostase en cas d'hémorragie pelvienne notamment. Donc on a discuté un petit peu, enfin ça a été discuté un petit peu au cours de la discussion qui a suivi son exposé. Et puis la très sympathique Gougou qui est venue nous parler de son expérience de 6 mois à Cape Town. Cape Town, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville extraordinaire, avec le fameux table qui se trouve là, effectivement. Et donc, Grooteskuur, Grooteskuur, à mon âge avancé, c'est forcément Chris Barnard, bien sûr, puisque j'ai vécu ça quasi en direct. C'est la première greffe du cœur sur un patient qui s'appelait M. Vaskanski et qui a évidemment fait trembler la terre entière, avec un résultat, on dira, partiellement positif, mais Grooteskuur sera évidemment associé à Chris Barnard. Alors, l'exposé de notre chère oratrice était passionnant, amusant, imagé, extrêmement intéressant, de ce Friday Night, qui était très très terre à terre et représentant bien la réalité des choses et rappelant effectivement l'importance de la violence, notamment dans cette ville évidemment, et en nous expliquant qu'une barbecue story ne finit pas toujours bien. C'est vrai partout, mais il semble bien que par là aussi ça peut poser un problème énorme. Historiquement d'ailleurs, à Cape Town, il y avait un traumatisme assez particulier qui était le traumatisme avec les rayons de vélo. Donc les gens qui n'étaient pas très fortunés ou qui n'avaient pas de possibilité allaient tout simplement prendre des rayons de vélo pour transpercer leur adversaire, si je puis dire. Mais l'oratrice m'a expliqué qu'actuellement, ça ne se voyait plus autant qu'avant. Ces 12 commandements, je ne les revois pas, mais ce qui est aussi amusant, c'est que chacun de ces points mériterait pratiquement, à la limite, ultérieurement, de refaire un sujet au cours de nos futurs symposiums. Alors, les deux derniers orateurs, bon, c'est le clou de la journée, n'est-ce pas, les amis?
avec, je vais dire Arnaud, ce sera plus simple, Arnaud de Évreux-Vernon, donc, qui nous a fait un exposé particulièrement intéressant. Ceci sort un petit peu du cadre de l'exposé, mais il faut savoir aussi que Arnaud est un homme extrêmement attentif aux conditions de travail des équipes d'urgentistes, de l'équipe complète, qui a publié et qui fait énormément de choses dans son service. Ça sort du contexte du thème d'aujourd'hui, mais je pense que ça méritait d'être dit, et notamment des choses qui sont parfois simples, mais qui sont d'une importance extrême, que finalement, voilà, c'est un point très important d'attention qu'il consacre à ce point, et d'ailleurs il a écrit et publié à ce sujet-là. Je pense que ça mérite de souligner, ça mérite d'être su, vous pouvez avoir des renseignements bien sûr dans la littérature. Alors bien sûr, l'évocation de toute une série de choses, je ne vais pas les revoir, bien entendu, parce que c'est énorme comme champ d'action, mais nous montrer toute une série de possibilités, depuis les lunettes connectées, la réalité augmentée, l'impression 3D, etc., pour nous montrer que finalement, il y a un panel de possibilités, panel ouvert, qui n'est certainement pas encore consommé complètement, très loin de là, mais qui au contraire ouvre la voie vers ce qu'on espère être, madame, une évolution positive dans la prise en charge des patients et une amélioration de leur prise en charge, de leur diagnostic, de leur thérapeutique et de leur outcome, évidemment. Mais vous voyez que notre orateur, Arnaud, a posé la question avant vous, hein, puisque c'est pratiquement une de ses dernières phrases. Effectivement, serons-nous encore là, en 2070 ? La question méritait d'être posée et reposée. Et bien sûr, tous connectés, le malade doit et est connecté, donc peut-être laissant présager des situations assez cocasses en salle d'opération, comme vous pouvez le constater ici. Merci en tout cas beaucoup pour cet exposé intéressant. Vous êtes loin d'avoir tout dit de ce que vous faites parce que c'est gigantesque. Donc cette petite photo-là, simplement pour évoquer toute une autre partie de votre travail. Alors monsieur Stéphane Gobron, qui nous a beaucoup impressionné, amusé aussi par son exposé, la qualité des diapositives extraordinaires. Là, j'en fais des complexes, hein, bien sûr. Monsieur Stéphane Gobron est quelqu'un de très connu, de très médiatique, qui fait plein de choses. Cette émission télévisée est accessible facilement sur Internet et cette interview est tout à fait intéressante. C'est une explication médiatique et donc un peu vulgarisée, si l'on veut. Ce n'est pas péjoratif, bien sûr, ce que je disais là, mais qui permet de comprendre énormément de choses. Donc vous avez en fait possibilité d'avoir accès à son site proprement dit. Voilà d'ailleurs la référence de cette fameuse émission télévisée qui, je crois, est assez récente. Oui, c'est le 4 octobre 1917. Et ça bouge beaucoup, puisque vous voyez même que dans le journal de la haute étude ARC avait donc bénéficié, entre guillemets, d'une publicité pour notre congrès à Charleroi. C'est très sympathique d'avoir porté au-delà des frontières une publicité pour notre symposium. Magnifique exposé. J'aime beaucoup la progression du cycliste avec la tête en dehors du guidon, qui va d'abord approcher les urgences d'une façon assez particulière, mais de façon extrêmement objective. La croix, le rouge, les films, et puis finalement entrer de plus en plus dans la situation pour pouvoir de fait mettre les outils de l'ingénieur au service des soins intensifs. Donc on a parlé de simulation, évidemment je ne vais pas tout recommencer, de gamification, de serious game, de dispositifs d'évaluation, et alors évidemment cette petite nomenclature qui pour certains est peut-être extrêmement simple, mais pour d'autres n'est peut-être un peu moins, mais même question finalement, quelle est la situation et comment peut-on imaginer la réalité de demain dans ce cas-là. Bien sûr, ce système est applicable et a une notoriété, un succès énorme, ça vous le savez, dans ses différentes applications, bien sûr. Vous l'avez même à Villers-la-Ville, si vous allez visiter l'abbaye de Villers-la-Ville, vous aurez droit à un système de réalité augmentée, une belle façon de le comprendre de façon agréable. Mais à vous, chers et chers Belges, j'ai quand même une image de réalité augmentée qui nous fera comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Pour nos amis étrangers, il s'agit d'une ministre actuelle, bien connue, qui titille un petit peu le domaine médical. Donc j'ai trouvé assez amusant de l'associer à la réalité augmentée. Et puis voilà, et je reprends simplement 4 phrases d'une chanson qui pour vous n'est peut-être pas célèbre, mais en tout cas c'est d'un chanteur célèbre, il est belge. Le futur, il n'existe pas.
il est ce qu'on en fera. Nous le tissons point par point. C'est ce que nous avons montré, finalement, ce que vous avez montré aujourd'hui. Et le futur, il est dans nos mains. Je trouve que cette chanson s'applique, cette parole s'applique parfaitement à la journée d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention, votre présence. Et vous souhaite une bonne fin de journée et à l'année prochaine. Merci à vous tous, messieurs les orateurs et modérateurs.